Alors d'abord, je suis impressionné par le sens de la synthèse que vous avez vu, qu'il a pu développer devant nous, puisque j'étais un peu de votre côté, un spectateur ou auditeur en écoutant ce qui vient d'être dit. Et effectivement, tout ça est tout à fait juste. Je crois que ce qui est le moteur de n'importe quel artiste, mais en tout cas le mien, c'est la curiosité. Et c'est finalement ça, le fait, à une époque où on parle beaucoup d'intelligence artificielle, où on a peur justement de se dire qu'on puisse être remplacé par des machines, il y a une chose qu'on ne remplacera pas, c'est justement la curiosité. C'est le fait que une idée musicale, au fond, puisqu'on parle d'inédit, c'est quelque chose d'inédit qui vous vient. C'est-à-dire le fait qu'à un moment donné, bien qu'on parle de l'intelligence artificielle en disant que l'intelligence artificielle, le système, c'est un algorithme qui moissonne finalement ce qu'on appelle le big data. Au fond, une idée qui arrive d'inattendue et inédite, pour vous en tout cas, c'est finalement la résultante de quelque chose qui s'est fait dans votre cerveau, dans votre cœur, si j'ose dire, d'une moisson, d'un moissonnage dans votre propre analogue, notre propre data analogique, c'est-à-dire vos souvenirs, votre vie, votre culture, vos amis, tout ce qui fait votre environnement et votre ADN sur le plan des émotions. Et finalement, c'est finalement cette quête-là et cette recherche-là qui, moi, m'a toujours fait avancer avec le fait de me sentir comme aujourd'hui au GIF où je présente quelque chose de très particulier avec cette grande artiste Cynthia Wang, grande artiste chinois de la VR, de la réalité virtuelle, de me sentir comme un débutant. Je ne suis pas du tout dans la nostalgie. Une fois que les choses sont faites, elles sont faites, je les respecte, mais d'une certaine manière, elles m'intéressent moins, elles m'appartiennent moins aussi parce qu'elles appartiennent souvent plus au public qu'à moi-même. Et finalement, je suis plus intéressé par le présent, pas nécessairement le futur, mais par le présent que par ce qui a été, ce que j'ai déjà accompli. L'outil et l'interface, et puis le style, c'est finalement les émotions humaines, il n'y a pas de progrès en matière d'émotions. Ce qu'un artiste voulait exprimer il y a plusieurs siècles, aujourd'hui ou dans quelques années, demeure. C'est-à-dire de vouloir décrire un sentiment d'amour, de haine, la relation par rapport à la mort, à la solitude, enfin les grands sentiments humains, finalement, demeurent, sont toujours les mêmes, et c'est simplement les outils qu'on utilise génération après génération, qui sont spécifiques et en phase théoriquement avec la société dans laquelle on se trouve, qui font qu'un style émerge et que votre propre style émerge. Alors ces outils, et vous le soulignez aussi assez souvent, ils sont pratiquement sans limite aujourd'hui. L'outil informatique, on peut pratiquement faire ce qu'on veut. Il y a une centaine de logiciels qui sortent chaque semaine, qui sont obsolètes 24 heures après leur sortie, tellement effectivement le rythme de production est énorme. Le conseil que vous donnez, c'est de se fixer des limites. Alors, qu'est-ce que vous entendez par se fixer des limites lorsqu'on travaille de la musique par informatique ou avec un synthétiseur, par exemple, et comment est-ce qu'on fait pour se fixer des limites? Pourquoi? Alors, merci d'évoquer ce point. C'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup étonné. Pendant des siècles, nous, on a eu une relation frontale avec la musique. Quand on compose pour l'orchestre, on a l'orchestre en face de soi et on a finalement une vision en 2D, c'est-à-dire avec les violons d'un côté, les percussions au centre, les bois de l'autre, et finalement on crée de manière frontale. Quand on est en studio, on a aussi 2 enceintes en face de soi et on crée encore de manière frontale, un peu à la manière d'un peintre. Quand on est en concert, c'est la même chose. Si aujourd'hui je jouais de la musique ici, vous seriez devant la scène et devant ce qui devrait s'entendre. Alors qu'en fait, dans le quotidien, on sait que le champ auditif est 360 degrés, c'est-à-dire qu'il est tout autour de nous, que la stéréo n'existe pas dans la nature, c'est la mono. Quand je vous parle, je parle en mono. Quand un oiseau chante, il chante en mono. Et quand une voiture passe, elle passe en mono. Mais c'est l'environnement, l'air qui est autour de nous et nos oreilles d'êtres humains qui crée la perspective le relief sonore, exactement. Et donc, jusqu'à là, aujourd'hui, on parle beaucoup de mode d'expression immersif, on en parlera peut-être dans un instant, mais l'immersion, en fait, elle existe d'abord par l'ouïe
plus que par le visuel. Rappelons que le champ visuel c'est 140 degrés, le champ auditif c'est 360 degrés. Et donc du coup je me suis dit, ça serait intéressant non pas de faire puisqu'on parle beaucoup de spatial audio aujourd'hui, notamment avec Apple qui l'a beaucoup développé avec Dolby dans les salles de cinéma, on est immergé dans le son justement spatial, mais la plupart des productions qu'on entend en spatial audio, si on veut, ce sont des œuvres qui ont été créées en stéréo, qu'on a ensuite remixées en 360. Là, l'idée avec Oxymore, c'était de partir de zéro et de travailler directement en multicanal, c'est-à-dire de se dire une partie de mon orchestration, éventuellement, ce son de hautbois, par exemple, je voudrais qu'il soit là et puis qu'il vienne devant moi à droite. Et donc, du coup, de pouvoir investir, de passer au fond de la peinture à la sculpture, c'est-à-dire de passer de l'aplat avec les mêmes problèmes que nous avons avec les peintres, c'est que dès qu'on en met un peu trop, tout devient gris. Alors qu'en fait, d'un seul coup, le fait de pouvoir créer, en mettant les sons autour de soi, quels que soient ces sons, on se retrouve avec un espace absolument, j'allais dire, inouï, au sens figuré, au sens propre, qui pose d'autres problèmes, parce qu'on a mis des siècles, justement, que ce soit pour le rock, le jazz ou la musique classique, la composition avec l'orchestre, à trouver des fusions, des glissements de timbres entre les cordes, les cuivres, etc. Là, d'un seul coup, tous ces sons, si j'ose dire, se retrouvent à poil. Donc il faut trouver une nouvelle manière de composer. Mais pour moi, ça me paraît absolument essentiel par rapport des conditions d'écoute spatiale, de pouvoir composer dès le départ pour ce langage et pour ce vocabulaire, de définir cette grammaire. Sinon, c'est un petit peu comme si on compose pour un quatuor et qu'ensuite, cette partition-là, on la fait jouer par un orchestre. Ça sera intéressant, mais c'est pas du tout la même chose que de composer directement pour l'orchestre. C'est exactement la même chose et c'est ce que j'ai fait pour Oxymore, avec un résultat qui est tout à fait, pour moi, un territoire totalement vierge. Et je me retrouve exactement comme à l'époque d'Oxygène, où j'ai commencé à explorer la stéréo. Et là, je suis absolument convaincu que c'est la manière dont on va écouter, dont on va composer la musique dans le futur. C'est quand même assez paradoxal quand on y réfléchit, que finalement les musiciens aient été pendant si longtemps, au fond, relégués au 2D, alors que dans la vie quotidienne, les êtres humains font l'expérience d'un son, des sons en 360. D'une certaine manière, la technologie aujourd'hui nous permet, en tant que musicien, de rejoindre la vie quotidienne, c'est-à-dire le fait de pouvoir s'exprimer en étant à l'intérieur de la musique et en invitant aussi le public en étant à l'intérieur de cette musique. Peut-être, alors, deux commentaires rapides pour répondre à votre question. La première, c'est que ce n'est pas un film. C'est justement la raison pour laquelle je m'intéresse, moi, à la réalité virtuelle, c'est que c'est un mode d'expression nouveau. Exactement comme le cinéma l'a été au début du théâtre, où les gens du spectacle vivant, comme les gens du spectacle vivant d'ailleurs, certains peuvent le dire vis-à-vis de la réalité virtuelle aujourd'hui, disaient à l'époque, des Frères Lumière, ces gens qui s'agitent sur un écran, ce ne sont pas des vrais acteurs, parce qu'un véritable acteur, c'est quelqu'un qui est sur une scène comme celle-ci, avec un public comme celui qui est devant nous, et le public que vous êtes aujourd'hui. Et le cinéma est devenu l'art majeur qu'on connaît. D'ailleurs, ce serait amusant de se dire que si un extraterrestre regardait une salle de cinéma avant que le film commence, il verrait donc un tas de gens devant un écran vide. Et en fait, ça montre aussi que finalement, la réalité virtuelle, c'est la même chose. C'est un mode d'expression qui n'a rien à voir avec le cinéma, qui n'a rien à voir avec le jeu vidéo, même si il y a un lien avec le jeu vidéo parce que c'est les mêmes moteurs de fabrique pour fabriquer le métavers, la réalité virtuelle, et qu'il y a aussi un lien avec le cinéma sur le plan de la narration. Mais c'est un mode d'expression en soi, et donc The I&I n'aurait pas pu se faire, on n'aurait pas pu faire ça avec Xintian, avec le grand artiste chinois qu'on ne présente plus dans le monde de la VR. Hein. Pour les gens qui connaissent un peu la vidéo, c'est un peu l'équivalent d'un Bill Viola ou d'un Nam June Paik de la VR.
Et on n'aurait pas pu le faire du tout en tournant un film ou en faisant une animation ou quoi que ce soit, parce qu'on est vraiment immergé dans cette aventure. Et très rapidement, pour parler du sujet lui-même, c'est qu'en fait, ce sujet est venu d'une sensation que j'ai eue, d'une idée que j'ai eue quand j'ai rencontré il y a quelques années Edward Snowden, le lanceur d'alerte, et la première fois que je l'ai entendu, il m'a fait penser à ma mère. Pas physiquement, mais il m'a fait penser à ma mère dans les propos qu'il tenait. C'est-à-dire que ma mère m'a toujours dit, qui était, comme vous le rappeliez, une grande résistante et qui a été déportée 3 fois, qui s'est échappée 3 fois des nazis, même du camp d'où elle était, à Ravensbrück, et qui m'a toujours dit, depuis que j'étais enfant, qu'il fallait quand... c'est tout à fait d'actualité aujourd'hui, ça c'est d'actualité d'ailleurs de manière, chez les êtres humains de manière intemporelle, mais que quand un gouvernement ou des gouvernants génèrent des actions, des idées qui sont contraires et qui sont négatives par rapport à la société, il faut qu'un certain nombre d'entre nous se lèvent et réagissent. C'est ce qu'a fait Edward Snowden, et c'est exactement les mots qu'il avait. Et j'ai été très étonné du fait qu'au fond, il a été traité comme un fait divers. Tout le monde s'en était ému pendant 15 jours, et puis finalement, on l'a oublié. Et je me suis dit, au fond, ce rapport au contrôle, on a un rapport, nous, êtres humains, très ambigu par rapport au contrôle. C'est-à-dire qu'en fait, on n'aime pas le contrôle, mais en même temps, on en est victime, mais en même temps, on aime bien avoir le contrôle sur les choses. Le père vis-à-vis de ses enfants, plus tard d'ailleurs les enfants vis-à-vis de leurs parents, le patron vis-à-vis de ses employés, les employés à travers les syndicats vis-à-vis des patrons, les caméras de surveillance, les drones, l'œil dollar, le rapport à la religion, à Dieu. C'est ce rapport métaphysique qu'on a avec qu'on soit croyant ou pas, d'une figure métaphysique, paternelle, qui nous protège. Et donc c'est ça l'idée de The INI, c'est de se dire, à travers le temps, à travers les sociétés, à travers les classes sociales, ce rapport que nous avons avec le contrôle. Et c'est ça qu'on a essayé d'exprimer à travers cette œuvre The INI, que j'ai le plaisir, je le rappelle, de présenter au GIF ici à Genève. Je rappellerai vraiment que le GIF est un des festivals certainement les plus intéressants sur le plan de l'audiovisuel, c'est par son éclectisme. C'est-à-dire qu'en allant justement labourer et essaimer, si j'ose dire, dans des nouveaux modes d'expression que sont notamment les modes immersifs.